On va pouvoir commencer. Merci à tous et à toutes d'être venus. Bonjour, j'espère que vous êtes réveillés, j'espère que vous avez un café ou un thé. Et voilà, on va vous parler de design management avec Camille. Et ben voilà, première slide ne passe pas. On va se présenter dans un premier temps. Donc moi, je suis Julien Fuchs, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis lead UX designer chez Octo Technologies et je fais partie de la tribu XD. Donc ça regroupe aujourd'hui une trentaine de designers qui sont UX, UI, product, avec des sensibilités différentes qui viennent de plusieurs horizons. Voilà, donc ça fait 12 ans que j'ai la chance de faire ce joli métier. Je suis passé par des sociétés de conseil, des agences, voilà, par différents groupes. Et ça fait 5 ans que je suis chez Octo. Et j'ai la chance de travailler avec Camille, du coup. Oui, et donc moi c'est Camille Di Constanzo, je suis le lead product designer côté Digital Factory, donc InVivo Digital Factory. Ça fait à peu près 2 ans que je suis à la Digital Factory. Moi historiquement, je suis passé de l'UI à l'UX et c'est pour ça que je finis product designer. Pour en reparler tout à l'heure, du coup. On en reparlera un peu plus tout à l'heure. Merci. On va vous présenter le sommaire rapidement de ce qu'on va se dire ce matin, sans rentrer trop dans les détails toutefois. Du coup, c'est un petit Rex au final sur un projet qui date depuis 2 ans et demi, qui est encore en cours et que je pense qu'il a encore une longue vie devant lui. On est dans une Digital Factory, comme l'a dit Camille, vous présentera ça. On a envie de vous présenter nos petites victoires, nos échecs, parce qu'il y en a eu pas mal. C'est une présentation assez générale, donc encore une fois, je vous invite peut-être, si vous avez des attentes plus précises, à noter vos questions, parce que du coup, ça va durer 25 minutes de présentation, on ne peut pas rentrer dans tout. On va vous présenter de pourquoi ce talk, le contexte client, le contexte produit, la Digital Factory. On va vous présenter notre organisation en studio, qu'est-ce qui nous a amené à fonctionner comme ça. Donc, on est bien sur du design management, sur un gros plateau de delivery, et voir comment ces designers, comment les designers avec qui on travaille travaillent tout simplement. Comment on peut piloter, mesurer le travail et la production des designers, l'impact que ce qu'on a mis en place de ce qu'on pense sur le travail effectif des designers, et puis un petit takeaway, les questions-réponses. Quelque chose d'assez classique. OK pour vous? Tout d'abord, ce qui peut ressortir un peu le message chapeau de Stalk, au final, c'est que l'agilité sur un plateau, enfin le design dans un contexte très agile, chez Octo, on a vraiment l'habitude de l'agilité, c'est pas toujours simple, ça peut s'avérer être un véritable casse-tête. Voilà. C'est un projet qui a 2 ans et demi, l'organisation a été assez mouvante, ça a grandi très, très vite et plutôt bien, je trouve, un peu comme, un adolescent qui grandirait bien au final. Cette organisation, on a dû s'adapter. Du coup, nos process design ont évolué. On a décidé de s'appliquer, de faire du lean pour essayer de faire du test and learn tout au long, essayer de s'améliorer en continu dans nos process. Euh, Ces process qui ont changé, au final, ça a conduit à ce que notre métier, notre approche ait pu changer. On est passé plutôt vers une logique product. À l'époque, on était sur une logique un peu UX UI, ça on pourra vous en reparler. Réinventer les métiers, changer les rôles, changer d'outils, changer de process en permanence, se reposer des questions. En gros, en bref, l'évolution du design au sein de la Digital Factory. Je laisse Camille présenter le contexte client et produit. Ouais. Alors pour que tout le monde se rende compte un peu de comment on a évolué, on va parler un peu d'InVivo. InVivo, c'est une union nationale de coopératives agricoles françaises. Ça touche plus de 300 000 agriculteurs en France. Historiquement, c'est un monde qui a été... historiquement, en France, le métier des coopératives est assez bien implémenté. Et InVivo est là pour moderniser, ou en tout cas pour accompagner à la modernisation de ce métier coopératif. Et évidemment, c'est un groupe d'agriculture française, donc il est au cœur des enjeux actuels d'agriculture ou d'alimentation. Plus concrètement, InVivo, c'est divisé en 3 structures, en 3 gros groupes, on va dire. Il y a la partie Bioline qui correspond au métier historique d'InVivo, hein, c'est les métiers de l'agriculture. C'est vraiment un scope de 365 degrés du monde agricole. On a la production de semences, la production d'outils d'aide à la décision, la récolte et l'exportation de produits finis, tout ce qui constitue le monde agricole aujourd'hui. Mm. Et on a des parties un peu plus classiques, on va dire, comme InVivo Retail, qui, comme son nom l'indique, est plus basé sur du B2C, quoi, enfin du retail. Exemple, Gamme Vert et Jardiland, qui sont dans cette partie du groupe. On a une autre partie qui est InVivo Wine, qui est plus
pour faire rayonner le vin français à l'étranger. Euh, voilà, globalement. Et dans tout ça, on a la Digital Factory, qui est vraiment au cœur de ces trois entités-là, qui vient, comme son nom l'indique, fabriquer du digital pour les autres acteurs du groupe et aussi capitaliser sur des assets qu'on va créer dans la Digital Factory pour être utilisés par tous les acteurs du groupe. On a aussi des enjeux d'acculturation et d'aide à la transformation digitale pour les coopératives. Aujourd'hui, la Digital Factory, c'est plus de 70 personnes réparties sur des profils assez variés, que ce soit des développeurs, des PO, des PM, des designers, des experts métiers, du marketing et une équipe déploiement, enfin, tout ce qu'il faut pour faire avancer nos sujets. Un des sujets phares de la Digital Factory, c'est Aladdin.farm. Globalement, c'est une plateforme de mise en marché de biens et services agricoles. Si on traduit le modèle économique des coopératives actuellement, c'est des lieux physiques, c'est des interactions entre des experts et des agriculteurs qui vont essayer de faire en sorte que la culture fonctionne bien. Sauf qu'il n'y a pas d'interface digitale à ce monde-là. Et nous, on va venir les accompagner avec Aladdin.farm pour qu'ils arrivent à digitaliser tous leurs process actuels. Ok. Merci Camille. Merci pour le contexte. Du coup, on va vous présenter un petit peu la présentation du studio, un rapide historique. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui date de 2 ans et demi et qui a eu pas mal de rebondissements. Néanmoins, je vais aller à l'essentiel. On est passé de 2 designers, donc un UX que j'étais, voilà, et un UI qui est Christophe, qui est avec nous dans le chat, à 7 designers. Aujourd'hui, 7 designers, c'est notre vitesse de croisière. On a eu des pics à 10 ou 11 designers. Voilà. On est passé de l'organisation de un MVP, donc ce dont Camille vous parlait, c'est-à-dire Aladdin.farm, vendre des produits agricoles aux agriculteurs via un canal digital, à 7 feature teams. C'est-à-dire qu'on a 7 feature teams qui ne représentent pas 7 produits. On est passé de un MVP à 7 produits. Aujourd'hui, une feature team, elle a la charge de plusieurs user flows, plusieurs grands paquets fonctionnels. Par exemple, le tunnel de transaction est une feature team en soi. Voilà. Donc, on était sur une organisation décentralisée, un designer dans chaque feature team. Voilà. Donc, on était dans les rituels des équipes. Aujourd'hui, on est plutôt passé à une organisation centralisée avec 7 designers plutôt complémentaires, donc avec des rôles qui ont émergé. Le rôle de lead product qui est celui de Camille, le rôle de lead UX ou lead user researcher qui est le mien, et avec des product designers, donc avec des sensibilités différentes. Donc, des personnes qui viennent plutôt du monde de l'UI ou des personnes qui viennent plutôt du monde de l'UX. Notre but étant de les faire monter en compétences s'ils le souhaitent, les UX vers l'UI, les UI vers l'UX. Organisation centralisée, la Digital Factory, aujourd'hui, comme on vous l'a dit, c'est une organisation mouvante. On est au service d'un groupe. Demain, peut-être qu'on aura le B2C qui devra arriver rapidement. Donc, on ne parle pas encore de marque, mais du coup, peut-être qu'on partira vers une organisation hybride. Une organisation hybride, donc en design management, pour nous, c'est intéressant. On est parti du décentralisé vers du centralisé pour revenir plutôt peut-être vers les feature teams. Ce n'est pas découper un studio. Ce serait plutôt multiplier des studios dans une logique métier. Camille. Tout ça, c'est... Enfin, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a 3 streams d'activités qui sont vraiment nos flux quotidiens. On viendra un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'il y a derrière, mais globalement, on a des phases de pré-cadrage, des phases de cadrage et des phases de delivery. C'est même plus des activités de pré-cadrage, des activités de cadrage, des activités de delivery. Comme on disait, on est passé d'une logique UX/UI à une logique product designer et user researcher. C'est vraiment pour avoir le bon mix entre une qualité de recherche et une vision stratégique business derrière. Donc c'est ça le couple product designer, user researcher. Ça a aussi grandement favorisé l'ownership des designers parce qu'aujourd'hui, un designer va prendre un sujet et le porter de bout en bout, avec la stratégie business comprise. Tout ça, ça a créé. Donc, on a quand même pas mal créé de nouveaux rôles et il y a eu l'émergence de rôles un peu clés aujourd'hui, comme Julien disait, le lead user research qui vient capitaliser toute la recherche qu'on a. En gros, il vient agréger et être sûr que toute la recherche se passe bien. On a des rôles comme le design ops, ça c'est plus mon côté aussi. C'est comment faire en sorte de favoriser les outils pour le studio, faire en sorte que les outils évoluent, qu'ils soient adaptés aux usages et aux besoins.
Et après, on a des rôles un peu plus spécifiques que je pense vous connaissez, un owner de design system qui va, dire oui ou non sur des composants, essayer de structurer comment on va imaginer les composants, enfin voilà. Je rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas le temps évidemment, mais tout ça, ça a permis, au global de maximiser la création et oui, je dis bien création parce qu'on n'est pas là pour produire, on est vraiment là pour créer, de la valeur ou créer, plein de choses, quoi. Euh, il a fallu qu'on organise ce design. Alors, effectivement, on n'a pas de guidelines qui disent, bah, tiens, votre organisation est de 35 développeurs et de 4 feature teams, du coup, vous devez fonctionner comme ça. Ce serait trop beau. Non. Nous, au final, on avait des ambitions. Il fallait qu'on se dise, bon, bah, on va créer notre propre organisation. Pour ça, il faut qu'on parte bah, un petit peu de nos douleurs et comment on peut les améliorer. Une des premières ambitions était que on se replace, en fait, que le design se replace au cœur des décisions, à un niveau stratégique. C'est-à-dire que les designers deviennent partie prenante et alimentent la roadmap globale de la Digital Factory. Et on est dans une Digital Factory, c'est un dispositif qui va créer des dispositifs digitaux. Pour ça, il faut une roadmap. Le but, c'est que l'UX et l'UI, les designers, puissent alimenter cette stratégie. Le but était qu'on se réapproprie notre échelle de temps. Quand on était diffusé ou infusé, comme vous voulez, dans les feature teams, au final, on était sur des roadmaps de delivery, de développement, correspondant à une échelle de temps de dev. C'est logique, on est dans une organisation agile, on reviendra dessus. Le but, c'est de se réapproprier notre échelle de temps de design dans une roadmap de 3 mois. Le but, c'est qu'on puisse naviguer à vue, qu'on retrouve du confort dans la production. Derrière ça, on a un autre découpement qui est logique à toute organisation agile que vous devez connaître, c'est qu'on a nos propres sprints de design sur la même temporalité que les développeurs. Donc nous, notre but, c'est en gros que le studio puisse se réapproprier sa temporalité et ses modes de production et qu'on soit considéré comme une équipe agile à part entière qui a pour but d'alimenter les roadmaps des feature teams, bien évidemment. Pour ça, bah, comme je disais, il n'y avait pas de guidelines. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Notre histoire, ça fait 2 ans et demi qu'on l'écrit et ça va encore continuer parce que, comme vous l'a dit, l'organisation est mouvante et le design aussi par définition. Le but du jeu, c'est qu'il fallait qu'on s'inspire de ce qu'il y avait autour de nous. Les devs, les développeurs avaient plus d'expérience là-dedans. Les développeurs, c'est des gens comme nous qui travaillent derrière leur ordinateur. Néanmoins, on a vu qu'ils arrivaient à lisser et à diffuser leurs connaissances avec des moments un petit peu sacrés. Donc, on a vu qu'ils avaient des rituels en eux. Ils arrivaient à se sortir un petit peu de temps pour créer de la valeur entre eux. Pour nous, c'était super intéressant. Donc, ils faisaient du pair programming, du mob programming. On s'est dit, bon, bah, on va essayer de faire ça dans le design. Donc, du coup, comment ça s'est traduit? On a créé des binômes en phase de cadrage amont. Le cadrage, en gros, c'est que ça correspond au début de notre user research. Puis après, qui continue à s'infuser tout doucement dans le delivery. On a fait du pair design, du coup, un petit peu au fil de l'eau, et du mob design quand il s'agit de prendre du temps à se mettre tous derrière un ordinateur et essayer de craquer une problématique. Par exemple, ça peut être un design challenge. Demain, on a envie de refaire la homepage. OK, on s'enferme tous dans une salle, on craque cette homepage-là. Je vous donne un exemple, on l'avait fait, c'était assez cool. Qu'est-ce que ça en a déduit derrière? De la polyvalence côté design. Naturellement, cette logique de product, elle est un peu née comme ça grâce à Sper, parce qu'au final, les UX travaillent de plus en plus avec les UI et inversement. Du coup, on avait envie de monter en compétence là-dessus. Ça a développé aussi de la compétence métier, de la polyvalence métier. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple de tunnel de transaction. Demain, on va faire une release de ce que peut être le click and collect. Du coup, le fait qu'il y ait un binôme, si une des personnes part en vacances ou que sais-je, part de la mission, au final, cette compétence métier, via les binômes, va se diffuser naturellement. Et ça, c'est franchement quelque chose qui est priceless quand vous êtes sur du design management et pas qu'on se retrouve du jour au lendemain, ah bah tiens, c'est un tel qui faisait ça, il est parti, on ne sait plus le faire. Franchement, là-dessus, c'est top. On s'est inspiré aussi de ce qui nous entourait. Donc, on s'est inspiré de notre écosystème dans un premier temps de la Digital Factory. De ce qui nous entourait, c'était le monde du design. On a été vérifier, on a été faire des benches, en gros, l'organisation des design systems d'influenceurs comme Spotify, Dropbox, Microsoft, Instagram, comment sont foutus leurs Figma, comment sont foutus leurs outils. Vraiment, on a pas mal regardé là-dessus. Et puis, ce qui nous a permis de mettre derrière, OK, on a une cible, on fonctionne comme ça, on commence à être à l'aise. Du coup, on avait fait évoluer nos outils. Aujourd'hui, on travaille sur Figma, on pourra vous en reparler. On est assez fan, notamment Camille, qui a le rôle effectivement de Design Ops. On n'a pas hésité à se challenger sur des bêtas. On a poké plein de trucs, on a poké Abstract, des plugins Figma. Aujourd'hui, pour les tests utilisateurs, on est sur Maze Design et même chez eux, on est identifié comme une boîte pilote. Voilà, enfin, c'est des choses dont on pourra vous reparler. Voilà. Au final, on a appliqué l'UX à nos besoins design. C'est ce qu'on aime bien dire entre nous.
concrètement. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Parce que c'est bien gentil de parler de nos outils, etc. Mais globalement, aujourd'hui, on fait de la user research en continu. Donc on n'a vraiment pas de phase où on va chercher, on cherche tout le temps, enfin on liste notre user research pour générer un maximum d'opportunités. Une opportunité, ça peut être une idée, ça peut être un feedback qu'on a sur le terrain, ça peut être plein de choses. Toutes ces opportunités, on va essayer de les centraliser et elles vont passer dans nos trois streams si c'est validé. Comme je disais tout à l'heure, on a une partie qui est plus, enfin une partie qui s'appelle pré-cadrage. Tout simplement, c'est un temps court. On va étudier la valeur d'une opportunité et on va essayer de dégrossir un peu qu'est-ce que pourrait être cette opportunité. Parce que souvent, une idée, c'est assez vague et là, l'idée, c'est vraiment de définir qu'est-ce que c'est que cette idée et où est-ce qu'elle veut aller enfin, dans un temps court. Une fois qu'on a précadré une opportunité, elle passe dans une instance qu'on appelle WSJF. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce que c'est, mais grosso modo, c'est tous les acteurs enfin, tous les acteurs majeurs de la Digital Factory qui vont se réunir pour dire oui ou non sur le passage d'un précadrage à un cadrage. Un cadrage, c'est quelque chose de plus classique. Donc, on a beaucoup de méthodes de cadrage à la Digital Factory. Du moment qu'on arrive à notre besoin final qui est de définir une MVP et le why qui va avec. Le why, c'est quelque chose de très important chez nous, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et dans quelle direction on veut aller en faisant cette MVP. C'est un peu nos OKR design, on va dire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est OKR, mais on pourra en reparler aussi plus tard. Du coup, dans nos méthodes de cadrage actuelles, on utilise un peu tout ce qu'on a sous la main comme outil. On peut faire des design sprints, on peut faire des cadrages 360, on peut faire du lean, on peut faire plein de choses. On ne se limite pas en termes de méthodes de cadrage. Et une fois qu'on a cadré cette MVP, on n'a pas forcément tous les écrans, on n'a pas forcément tout câblé en fonction des features qui est à côté. Et c'est là où on va passer en phase de delivery. Cette phase de delivery, elle est, c'est bien, on a défini un flow, on a défini des parcours, mais maintenant, il faut qu'on pose les maquettes dans l'écosystème réel du produit. Souvent, on va utiliser une nomenclature qui est plus V1, V2, V3 en fonction des flux de dev. Et l'objectif du delivery, c'est de décliner toutes les maquettes et de les câbler au design system. Dans tout ça, on a des sprints de 2 semaines, donc on a des rituels très classiques à l'agilité. On a un sprint planning qui vient nous aider à être sûr qu'on avance à un bon rythme, de bien challenger notre CAF aussi. On a nos daily, on a des phases de démo et de rétro, enfin un sprint classique, on va dire. À côté de ça, on a des rituels plus design. On a un rituel qu'on appelle Impact Map, qui permet quand on a des opportunités qui sont très fines et qui sont faciles à appliquer en prod, on passe par un rituel Impact Map où on va être avec toutes les feature teams pour décider quelle petite amélioration on ajoute directement en prod. On a un point aussi qui est très important pour nous, c'est le point studio. En gros, tous les designers du studio, donc tous les membres du studio, peuvent avoir des sujets qu'ils voudraient aborder avec tout le monde. On parlait du mob design tout à l'heure, c'est un peu ça aussi. C'est j'ai un sujet que je sais pas comment le craquer, j'ai envie de régler un problème. On va mettre un ticket dans notre board de point studio qui est toutes les semaines. Et on va venir de manière collégiale craquer un sujet, ou plusieurs d'ailleurs. C'est ce qui nous a grandement permis d'améliorer toute notre orga et d'avancer au continu, c'est vraiment de se challenger toutes les semaines sur un ou plusieurs sujets. Et à côté de ça, on a un rituel un peu plus collaboratif avec les feature teams. C'est les mardis sketching. En gros, on a des slots d'atelier sketching pour les feature teams quand ils ont un besoin un peu ponctuel, des choses qu'on a peut-être ratées, des manquements ou des questions qu'ils peuvent avoir. On va faire un atelier sketching avec PO et dev ou enfin tous les acteurs qui ont besoin d'être là. Et donc ça aussi, c'est toutes les semaines. On garde minimum une demi-journée pour les équipes. Ouais, je me permets d'ajouter, Camille, il y a quelque chose aussi que vous avez peut-être rencontré sur vos projets, notamment si vous travaillez dans des digital factories, sur des gros process delivery. Les 3 streams de design que tu décrivais, pré-cadrage, cadrage, delivery, a aussi la vertu de pouvoir mettre au même niveau une idée d'instance qui serait très politique ou très métier ou qui viennent du terrain comme nous on le fait. Au final, ça a tendance plutôt à lisser et à tout mettre sur le même niveau parce que chaque idée
passent dans le même process. Et ça, franchement, je trouve que c'est assez cool. Euh, Du coup, ouais. une fois qu'on a... Comment on fait, nous, en tant que lead ou que design manager, pour piloter ce petit écosystème, ou ce grand écosystème? Déjà, on va dire piloter parce qu'on va pas, on va vraiment proposer un cap, on va exprimer des objectifs et des ambitions à une fonctionnalité ou ou un cadrage, enfin bref, mais on va pas donner de solution, on va pas conduire le cadrage, enfin voilà, on va vraiment donner des objectifs. Et pour bien piloter, du coup, vu qu'on ne conduit pas, il faut des bons indicateurs. Et pour nous, les bons indicateurs, c'est déjà la première chose, c'est la capacité à faire du studio sur ces 3 streams et sur plusieurs activités. On découpe nos sujets par épique. Une épique, ça peut être par exemple le sujet du click and collect. Voilà, c'est un sujet très grand dans lequel on va venir mettre des stories qui peuvent être des stories de cadrage, pré-cadrage, delivery, en fonction de où on en est et comment le sujet évolue. Et ces stories, on va les alimenter dans des sprints. On va voir juste après comment ça se passe plus en détail. Mais c'est vraiment comment transformer une ambition en réalité. OK pour toi? Ouais. On vous parle de roadmap depuis tout à l'heure. En vrai, moi, c'est ce qu'on aurait peut-être tendance à vous conseiller de mettre la première chose à mettre en place. L'idée de réacquérir son temps. Voilà. Donc, nous, on a des roadmaps on a des roadmaps globales de 3 mois. Donc, la Digital Factory s'engage à développer telle feature, telle feature, telle feature au global. Nous, on s'engage à designer telle feature pour les servir dans le meilleur temps. Chez nous, ça dure 3 mois, donc 6 sprints que vous pouvez voir à gauche. Je vais essayer de trouver le petit pointeur. Là, il est là. Donc, les 6 sprints, on les voit là. Ce qu'on peut voir là-dessus, c'est qu'à droite, on a nos pré-cadrages. Donc, l'idée, c'est de faire un pré-cadrage par sprint. Donc, peu importe de l'équipe, il n'y a pas une personne qui est dédiée à ça. C'est qu'on a du temps, qu'on a envie de traiter un sujet, qu'on se sent à l'aise avec. On a des cadrages qui sont de durée variable, qui généralement peuvent durer 1 ou 2 sprints, le temps peut-être de recruter, de faire de notre user research qui parfois est un petit peu longue. Et derrière chaque tâche de cadrage, bien évidemment, derrière arrive la tâche de delivery. Par exemple, on a quelque chose qui s'appelle promesse logistique qu'on doit refaire sur notre site e-commerce et du coup, derrière, on doit le délivrer. C'est super important. Je vous donne un exemple. Quand on n'avait pas ça, on subissait les roadmaps de delivery, de développement. Alors après, ça peut être bien, ça peut être bien. Ça a des bons côtés parce qu'on est plus proche peut-être des équipes de dev. Ça a des moins bons côtés dans le sens où on n'est pas dans les mêmes temporalités de travail. Je vous donne un exemple. Développer un import de données. Moi, on m'avait dit, ça va nous prendre 1 mois et demi, ça va nous prendre 3 sprints. Voilà, Julien, voilà. En design, ça nous a pris 5 minutes. On a fait un carré, on a fait un bouton qu'on a plugué au design system. On n'est pas sur les mêmes métiers, on n'est pas dans les mêmes échelles de temps. Une roadmap de design vous permet de vous réapproprier votre échelle de temps. Vous traduisez ce dont ont besoin les devs, derrière, vous le traduisez en temps de designer. Et ça, clairement, c'est la première chose que je vous recommande à faire. Derrière, il faut qu'on injecte, une fois qu'on a fait ce travail de se dire, tiens, on s'engage sur les 3 mois, qu'on commence à naviguer un peu avec une longue vue, et on regagne du confort, et quand on est designer, on ne subit plus forcément des demandes incessantes du dernier moment. On met ça dans un backlog. On va nourrir notre backlog de design. Notre backlog de design, on va le prioriser entre designers et avec des PO aussi parfois, parce que parfois on manque aussi de connaissances sur la feature ou sur la technique qu'on va mettre derrière. Derrière, on le découpe en épiques et en stories, comme le présentait Camille. Nous, c'est rangé de haut en bas, de la plus importante à la moins importante. Pour ça, on vous a mis un petit screenshot de notre Figma. En gros, nous, on fait tout sur Figma. En fait, ça devient aussi notre Miro et notre board. Et au final, derrière, on a un petit système de vote où derrière, vous voyez qu'il y a une suite de Fibonacci qui nous permettra, après, avec nos connaissances design, d'aller ranger et de prioriser notre backlog design. C'est aussi quelque chose de fondamental. Et là, par exemple, on a un board, notre sprint board. Donc, c'est le board qu'on utilise au quotidien. On peut voir sur la partie de gauche, c'est les stories qu'on a décidé de prendre dans le sprint. Et sur la partie du milieu, on a une colonne to do, doing, done. Enfin, to do, doing, to validate et done. Exactement là. Où on vient justement mettre les tâches qu'il y a derrière ces stories. Comme on disait, les stories, elles sont découpées en pré-cadrage, cadrage, delivery.
On a aussi une partie ajustement design. Je pense que s'il y a des questions sur ça, on reviendra plus tard, mais voilà. Bref, on s'interdit pas grand-chose et dans nos tâches quotidiennes, on va aussi, essayer de découper, sous une finesse, type, est-ce que c'est une tâche plus UI? Est-ce que c'est une tâche, standard? Est-ce que c'est une tâche d'atelier? Ça, c'est plus, à droite. Est-ce qu'on a une tâche de documentation? Enfin, voilà. On va essayer de découper pour être sûr que derrière ce sujet, on a, les bonnes personnes et que, si moi, je porte un sujet et que je ne suis pas à l'aise avec, des aspects UI, je vais demander à mon père, de m'aider sur le sujet. Ouais. Petit détail, on est sur un Oui, soft qui on s'appelle n'a pas Devasure. Alors, on a tout essayé, encore une fois, dans notre logique. Trello, on a essayé. Après, on a un board global Trello, mais je ne vais pas rentrer dans les. Pardon. Un board global Jira qui existe aussi pour que les PO puissent aller voir dessus, parce que la Digital Factory est sur Jira. Nous, ça ne nous correspondait pas. Là, on est sur Devasure, on a essayé Trello, on a essayé un board physique, mais bon, ça, c'était dans la vie d'avant, comme vous pouvez l'imaginer. et ça, c'est important. On a beaucoup parlé de piloter et cetera et donc on a des métriques de design qui nous permettent de s'assurer qu'on a toujours la bonne CAF, qu'on avance toujours correctement pendant un sprint. Donc c'est des choses qui peuvent paraître standards et basiques pour une équipe de développement, mais pour un studio ou en tout cas pour le monde du design, c'est pas du tout évident. Donc on voit là, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque élément, mais en gros, on va voir où on en est dans le sprint, en fonction des absences, en fonction de notre capacité, en fonction de ce qu'on a déjà fait dans le passé, en fonction de la typologie de sujet, la typologie d'activité dans les sujets. On va pouvoir, bien piloter et s'assurer qu'on est, toujours bien staffé pour nos activités. C'est aussi un point important, c'est que si demain on voit qu'on a un flot de cadrage qui va, déborder, on va pouvoir staffer des personnes adaptées à nos besoins. Et donc c'est vraiment le premier outil qui va nous permettre de piloter, que ça soit au niveau de nos besoins en termes de designer ou que ça soit en tant que manager pour être sûr qu'on avance comme il faut, quoi. Ouais, une question qu'on peut avoir effectivement dans le staffing, pourquoi tu as besoin de 10 designers, Camille et Julien? Bah, on peut y répondre grâce à ça. C'est Avant ça. ça, on ne pouvait pas y répondre. Et il y a Voilà. aussi un point que j'ai pas dit, mais vraiment tous les designers sont différents, et quand on a bien la typologie de sujets et d'activités qu'il y a derrière, on peut staffer la bonne personne, en fonction de là où on a des lacunes, là où on a des besoins et cetera. Donc là, on voit qu'en design management, on commence à être assez précis. C'est vraiment le level le plus micro. C'est peut-être celui on a mis le plus de temps, sur lequel on a mis le plus de temps à bosser. En gros, on commence pas par ça. Vous n'aurez pas ça du jour au lendemain. Puis c'est pas facile à maintenir, mais ça, c'est une autre histoire. Carrément. Ensuite, on va parler de notre cher Figma. Hem, on va pas enfin, globalement, notre Figma, c'est notre outil du quotidien, surtout depuis le confinement où, déjà avant, on s'en servait beaucoup, même, en pair. On était tous les 2 ou tous les 3. Enfin bref, les gens qui faisaient du pair étaient sur un ordinateur à collaborer sur les mêmes maquettes. Bah, aujourd'hui, on n'a pas changé notre façon de faire. On continue à utiliser Figma de la même manière. C'est juste qu'au lieu d'être physiquement l'un à côté de l'autre, on va être, sur Discord ou autre. Notre Figma il est structuré de manière assez simple. On a un espace transverse où c'est vraiment les activités, transverses, soit à la Digital Factory, soit au studio. On a en bas à droite, par exemple, un petit export des pages qu'on a dans notre fichier quotidien, qui s'appelle Figma Team, où on a, digitalisé tous les outils qu'on avait en physique. Notre roue des rôles pour savoir qui doit aller au saut Scrum, qui doit présenter la démo, enfin, voilà. L'endroit où on centralisait nos sujets de Cercle Studio, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le voting que vous venez de voir, bah, on le retrouve aussi dans notre espace Figma Team et ensuite on a d'autres espaces pour des boards, des rétros, des post-it, enfin tous nos outils pour notre quotidien et évidemment notre roadmap. On a aussi, découpé ce Figma pour travailler dessus de manière plus classique. On a notre design system qui est référencé dans un espace. On a le design system qui est l'outil de base pour faire les maquettes et ensuite on a des outils annexes au design system, des guidelines, et d'autres, outils. On a un espace studio où on va ranger les maquettes, donc c'est les livraisons finales comme on disait, une fois qu'on a fini le delivery, on vient le ranger dans ces espaces-là qui sont séparés par front. Donc c'est vraiment les dernières versions câblées au design system et en général, quand il y a une upgrade de composants, ça va mettre à jour toutes les maquettes d'un coup.
On a beaucoup parlé de cadrage et de pré-cadrage. On a un espace aussi pour ça, qui va nous permettre d'historiser tout ce qui a été fait et tout ce qui est fait sur un sujet donné. Ensuite, on a aussi, pas mal parlé de collaboration avec les feature teams. On a un espace où on vient, collaborer avec elles. Typiquement, quand on a fini de faire une phase de delivery, qu'on a rangé les écrans, on va venir faire une copie de ces écrans dans les espaces de chaque feature team. Ce qui va leur permettre aussi, ou nous permettre, avec le PO, d'ajouter des détails, d'être sûr qu'ils ont bien compris, d'être sûr qu'ils ont bien compris comment fonctionnent les composants, comment fonctionne le flow, comment fonctionnent les pages, enfin voilà, d'être sûr que ça soit l'outil collaboratif par feature team. Et après, on a d'autres espaces dont je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais voilà. Merci Camille. Ce qu'on peut se dire depuis le début, c'est que la manière dont on pilote le studio et enfin, dont on fait du design management, je raccroche le sujet global, c'est qu'au final, ça a permis d'avoir un impact, que le design peut avoir un impact stratégique sur l'organisation, comme on vous le disait, participer, être décisionnaire, alimenter la roadmap globale via de l'insight terrain. Pour nous, c'est quelque chose d'important et c'est vraiment une petite victoire, enfin une belle victoire pour nous, on en est très satisfait. Donc, on a un impact à ce niveau-là, sur l'orga. On a un impact aussi sur la transversalité du projet, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, aujourd'hui, le studio a un impact sur 7 produits, sur 7 feature teams. Si on n'avait pas cette organisation-là, on serait 7 designers, je doute qu'on serait capable d'avoir une telle force de frappe à si peu de designers. Le design management a permis ça. Enfin, la manière qu'on a bossé, qui est peut-être pas conventionnelle, surtout quand je me rappelle quand j'étais en agence, et très clairement, c'était vraiment aux antipodes de ce qu'on fait là. En gros, on pense qu'il y a un impact aussi sur les designers. Le fait de faire du pair par défaut, enfin même moi, ou en tout cas chez les gens, du coup, c'est pas forcément un luxe, c'est que ça a permis vraiment de partager de la connaissance, ça permet la montée en compétences, comme je vous disais tout à l'heure. Le fait de travailler avec quelqu'un d'autre nous permet de développer des connaissances sur le métier sur lequel on est en train de bosser, et puis peut-être que je saurais faire plus de choses si je suis X en UI, et peut-être que je me dirais, tiens, demain, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez cool. Le fait qu'on soit passé dans un mindset qui soit peut-être moins dans l'ego. On est plutôt dans une posture de oui et plutôt que oui mais. En gros, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est quelque chose qui existe assez peu. On est plutôt à essayer de rebondir sur une idée, ce qui fait qu'on est un peu en brainstorm permanent. Parfois, c'est un peu fatigant, mais en vrai, à la fin, c'est plutôt assez riche. Ça nous a permis aussi, cette posture-là, de développer le ownership, comme le disait Camille. On est ownership d'une feature, on est ownership vraiment de ça. Et côté métier, c'est aussi intéressant. On sait d'où on part et on sait pourquoi on le fait. On n'est pas PO pour autant, hein. Jamais on remplacera un PO, bien évidemment, mais on a développé cette skill chez les designers et c'est plutôt intéressant. Enfin, quelque chose pour moi d'important, c'est qu'il est la posture d'exécutant. Au début, l'organisation nous mettait dans une posture d'exécutant. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Très bien, peut-être qu'on doit continuer à le faire, et bien évidemment. Néanmoins, niveau confort de travail, je pense qu'on n'aurait pas gardé les designers si aussi longtemps. Ils auraient peut-être moins été efficaces. Et voilà, et effectivement, quand même, conserver des designers sur un dispositif dans lequel ils s'épanouissent, c'est aussi une petite victoire, quoi. Aujourd'hui, on pense qu'on design de la valeur et de l'expérience produit, tout simplement. Enfin, le takeaway, avec quoi on doit partir aujourd'hui. Si on raccroche le sujet global qui est le sujet du design management, donc là, je vais peut-être un petit peu plus lire la slide parce que je vais avoir du mal à paraphraser. C'est des lead designers qui sont impliqués dans la stratégie globale et pas seulement dans la production. Aujourd'hui, Camille et moi, on design de moins en moins. Parfois, ça nous rend triste, mais en même temps, on apprend à faire d'autres choses. Il faut apprendre à lâcher ce qu'on faisait avant. Il faut apprendre à lâcher cette expertise peut-être qu'on a dans le design au sens propre pour aller vers autre chose. Ça, c'est un vrai challenge. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal progressé et que j'ai vraiment ressenti dans ces 2 dernières années. Définir des objectifs design clairs, ça, Camille vous en a parlé tout à l'heure. On parlait aussi d'OKR, on n'est pas rentré dans le détail. Aujourd'hui, on a des OKR Studio. Objectif Key Result. On a un objectif global qui se rattache à l'objectif global de la Digital Factory, qu'on factorise à notre échelle, et après, on se donne des Key Results en face. On pourra rentrer dedans peut-être après. On ne propose pas juste des outils, on n'est pas juste des design ops. Avant tout, on connaît bien leur équipe, on trouve des rituels et des moments pour communiquer avec eux. Tout à l'heure, Camille, vous parlez du design, du moment qu'on a hebdomadaire, auquel on échange tous. Ça, c'est important. Chacun peut l'alimenter, chacun peut échanger là-dessus. Il ne faut pas avoir peur de rater.
pas avoir peur, de louper des choses, dire: «Je sais pas», c'est aussi un mindset de leader en vrai. On n'a pas la science infuse, on n'a pas réponse à tout. Quelqu'un qui vous fera croire qu'il a réponse à tout et qu'il a la science infuse, je pense que c'est quelqu'un qui va vous mentir, tout simplement. Essayez de pas diriger, mais plutôt écouter, être plutôt dans l'empathie. Je pense que au final, les gens avec qui on travaille, les product designers du studio, parlent beaucoup plus que nous au quotidien, tout simplement. On les écoute. Et l'idée des designers, bon, c'est peut-être un peu humble de dire ça, mais en vrai, on le pense aussi avec Camille, c'est beaucoup douter et en être conscient et surtout proposer des choses. On va finir sur une petite citation et puis après, on va passer aux questions-réponses si vous le souhaitez, enfin, si vous êtes d'accord. Ouais, donc on a un peu détourné une phrase, qui est sur le management un peu global, mais c'est vraiment pour, infuser cette idée qu'en tant que lead designer, on n'est pas là pour, construire un produit, ou construire du design. On est vraiment là pour libérer les designers de toutes leurs contraintes et c'est qu'une fois que ces designers seront libérés, qu'ils vont pouvoir, créer et amener, de la valeur à notre métier du design. Merci à vous pour votre écoute et pour votre attention. Du coup, Chris, je peux te laisser la main pour nous faire Ouais, part des questions qu'on va avoir du mal à lire en même alors, temps. on a beaucoup de questions Waouh. et essentiellement, en fait, au niveau quel est le rôle du PO par rapport à cette nouvelle organisation design? Comment on travaille avec les feature teams et comment elles sont intégrées tous les process de user research essentiellement? Enfin, ça, c'est une première partie des questions, donc je vous laisse répondre. Je te laisse commencer, Camille. Ouais, pour tout ce qui est, interaction avec le PO ou les PO en l'occurrence et les devs évidemment, en fait, même si on n'est pas même si on travaille pas, pour le PO, on va travailler avec le PO et c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'on va pouvoir on va pouvoir binômer avec, les équipes, les autres feature teams, tout comme, les PO peuvent binômer entre eux quand il y a besoin. Pendant une phase de recherche, on va intégrer les PO. Pendant une phase de pré-cadrage, on va intégrer les PO. On va même définir, dans le pré-cadrage les SJF avec les PO. Dans une phase de cadrage, même si, on travaille toujours main dans la main avec le PO, heu, on va quand même aussi travailler avec les développeurs. Puisque c'est important dans cette phase de cadrage, dans la définition d'un MVP, de faire des ateliers d'idéation ou des ateliers sketching avec des développeurs pour être sûr qu'on ne va pas dans le mur. On parlait de design sprint, par exemple. Aujourd'hui, un design sprint, on intègre toujours des développeurs. Dans notre phase de recherche, c'est vrai qu'il y a des phases de comme on fait une phase de enfin, comme on n'a pas de phase de recherche, comme on est en recherche en continu, je pense que Julien en parlera un peu mieux que moi, mais on n'a pas toujours, un besoin d'avoir un PO avec nous. On est vraiment là pour, lancer des filets et faire de la recherche au sens propre du terme. On cherche, sans forcément, sans avoir toujours un besoin derrière. Demain, on va peut-être, on le fait plus, mais avant, on allait souvent sur le terrain. On pouvait sortir, 50 idées en revenant d'une journée sur le terrain. Hmm. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Julien? Oh, pour moi, c'est plutôt complet. Non, effectivement, l'idée, c'est qu'on intervient vraiment au fil de l'eau, du pré-cadrage au cadrage, pendant la phase de delivery. Donc déjà, croyez-moi, ça fait beaucoup de moments avec le PO. Et en ce qui me concerne, je travaille quasiment plus qu'avec des PO en ce moment. Donc voilà, on est quand même assez proche. Alors sinon, autre question, c'était notre rôle par rapport aux développeurs aussi. Est-ce que notre but, c'est uniquement d'alimenter les devs? Et quelles sont vraiment toutes les interactions avec eux? On disait, globalement, notre rôle, c'est pas d'alimenter les devs, au sens, ce n'est pas l'objectif du design, hein. L'objectif, c'est vraiment d'alimenter, le produit et de construire le produit, au sens, global, hein. Donc on est au cœur des décisions, on a du poids, on nous écoute sur des sujets de priorisation. On collabore beaucoup avec les PM, les product managers, pour savoir, ou pour donner nos insights sur, tel ou tel futur, pour le produit. Donc on a une partie du travail qui est faite avec les devs, plus sur la partie delivery, comme on disait, où on va venir les aider, où on essaye de faire un maximum de pairs entre design et dev aussi, pour des aspects facilitation des implémentations, front, on va dire ça comme ça. C'est vraiment pas c'est un tout petit aspect du spectre, qu'on a aujourd'hui dans le monde du design de la Digital Factory, quoi.
Après, en toute transparence, le fait de se remettre en studio, le fait de se redonner du temps entre designers, parce qu'à la base, on s'est redonné du temps parce qu'on avait aussi une dette de design, hein, très clairement, quand on est intégré pardon, dans les feature teams, on travaille tous dans notre coin en tant que designer, on est tous intégrés dans notre équipe. Vous regardez les designs 2 mois après, personne n'a capitalisé sur ce qu'aucun designer faisait, rien n'était ressemblant. On s'est mis en studio pour ça. Le fait de ressortir des feature teams et de se retrouver entre designers, on se redonne du temps à nous, le temps qu'on se donne à nous, on le donne moins en feature team, pour être très, très clair. Mais néanmoins, le fait de se redonner du temps à nous permet de mieux aussi diffuser ce qu'on fait. On a peut-être perdu un petit peu de temps avec les développeurs, c'est vrai. Néanmoins, on continue d'avoir des moments, comme vous l'a décrit Camille, où on essaye de faire du pair, on essaye de faire de la review avec les devs, tout simplement. Voilà. Dernière question, enfin, il y a bien des questions, mais par rapport à l'agile, est-ce qu'une équipe design s'inscrit dans un cadre sous Scrum ou Kanban? Et est-ce que la méthode agile qu'on utilise aujourd'hui est inspirée du Dual Track Agile? Alors, Dual on track, s'intègre je à te tout ce laisse, qui est Camille. sous Scrum, etc. Je ne suis pas un expert en agilité, On on n'est va pas pas se coach. mentir. On a beaucoup sollicité les coachs, même, je pense, beaucoup trop à certains moments, parce qu'on les a un peu saoulés sur ça. Mais comme on cherche continuellement à faire mieux, bah forcément, on a besoin d'experts pour ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais globalement, on Non, mais en s'intègre dans. vrai, ce qu'on décrit depuis le début, c'est qu'on a su intégrer, on pense, en tout cas dans notre logique test and learn, avoir su insérer un studio dans une logique agile très globale et vraiment un gros projet. On est 70 au quotidien à interagir à distance, hein, donc c'est quand même pas rien. Moi, je pense qu'en soi, ce qu'on vous a dit de partager une roadmap, d'avoir des sprints, de coller sur les sprints, d'arriver à délivrer dans les temps une cinquantaine de développeurs, je pense qu'on a réussi à le faire et que du coup, le design peut vraiment s'épanouir et s'intégrer dans un dispositif agile, aussi conséquent soit-il. Sur les autres questions de Kanban ou Scrum, je ne saurais pas vous répondre. Il faudrait qu'on en reparle avec un coach, vous avez raison. Et l'autre truc, je ne sais même pas ce que c'est. Dernière question par rapport aux OKR. Comment sont intégrés les OKR par rapport à notre activité et quand est-ce qu'on mesure la valeur du design qu'on a livré? C'est une bonne question. Je peux commencer sur les OKR. Alors, ce qu'il faut qu'on voit, les OKR, c'est pas qu'on essaye, on les revoit tous les 3 mois. Quand on vous dit qu'on fait cette roadmap-là, on a un grand rituel, et je remercie Nico, je ne sais pas s'il est dans l'assemblée, et son équipe de coach d'animer ça s'appelle un Big Room Planning. On planifie, chaque feature team planifie en gros le taf qu'il a à faire pour les 3 mois. Je m'engage à faire ça dans les 3 mois. On se laisse aussi un petit peu de bande passante pour intégrer des nouveaux sujets. Chaque équipe se fixe des OKR et nous, on est une de ces équipes-là et on raccorde nos OKR aux objectifs globaux de la Digital Factory. La Digital Factory va avoir un objectif et un key result qui sera par exemple, de vendre pour N millions d'euros de chiffres, de produits sur la période de temps à temps. Bah, du coup, nous, on va essayer de prendre ce key result et de se le traduire et de mettre derrière des objectifs de design. Sachant que derrière, on a des objectifs de design qui seront forcément liés aussi à l'utilisabilité et qu'on essaiera de mesurer d'ailleurs. Je ne sais pas, Camille, si sur la valeur, tu veux… Je pense que tu as bien raison. On a des pages en annexe aussi qui sont sur nos méthodologies de test, comment on quantifie ou en tout cas comment on estime avec Linux Lite ou d'autres outils que notre design correspond à notre objectif. Enfin, voilà. C'est un vrai sujet, on pourrait faire 1 heure là-dessus. Hein. C'est un gros sujet. Ouais. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite d'ailleurs, hop, j'arrive pas à passer la slide. Si vous avez on vous a préparé un petit questionnaire très très simple. S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on insiste, on va continuer à écrire des articles avec Camille et faire des coms, donc que ce soit article ou sous ce format-là. N'hésitez pas à faire un petit flashcode et à renseigner tout ça. Typiquement, c'est un des trucs qu'on pourrait creuser. Donc, je vous laisse le flashcode. En attendant, on peut continuer à répondre à Ça des vous questions. permet de tester Maze pour les gens qui sont intéressés de voir ce que c'est. Exactement. Maze Design, avec quoi on fait nos questionnaires et nos tests utilisateurs à distance. Question concernant les PO et PM. Comment gérez-vous la montée en compétences des PO sur la partie design? Est-ce que des PM sont intégrés pardon, excusez-moi. Comment est fait le lien avec le métier? Ont-ils intégré des product managers qui sont en lien avec des PO sur la Digital Factory? Ouais.
Oui. On n'a pas parlé de l'orga global de la Digital Factory, mais on a des PM qui viennent prendre des décisions, enfin voilà, qui font leur travail. On a des PO avec qui on travaille aussi, et on a des instances produits assez souvent où on vient échanger sur nos activités. Est-ce qu'on est toujours OK avec les ambitions? Est-ce que c'est toujours OK avec les objectifs? Enfin, voilà, on va pas rentrer dans le détail non plus. Mais aujourd'hui, comme on fait beaucoup de collaboration ou même, comme on disait, de pair avec les PO, pour la montée en compétences des PO, c'est pas forcément c'était douloureux au début puisqu'on est passé dans un monde où on a enlevé quelqu'un de chez eux. Donc au début, c'était pas forcément facile à accepter pour eux. Mais au fil de l'eau, comme on travaille toujours main dans la main avec eux, qu'on va toujours sur le terrain avec eux, enfin, qu'on fait toujours des activités de recherche avec eux, Ouais. Et, on pardon Camille, j'ai cru que tu avais fini. on monte en compétences, enfin, on les fait monter en compétences naturellement avec, comme nous, avec notre pair design. On va dire ça comme ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que le pair design, c'est pas la solution à tout, mais croyez-moi, ça participe à un changement de mindset. Nous, on essaie, encore une fois, hein, dans ce management-là, c'est vraiment un changement de mindset et peut-être que ça peut découler sur les PO et ça, bah, écoutez, tant mieux. Après, nous, en tout cas, on les accueille à chaque fois les bras ouverts pour faire des propositions avec eux, pour leur faire prendre le stylo. En atelier sketching, bah, c'est eux qui sketchent les écrans ou nous, on participe à faciliter ça. Donc, la montée en compétence, elle se fait vraiment aussi via des rituels. Elle se fait via aussi quand ils mènent avec nous des entretiens user research. Donc parfois, bah, certains gagnent vraiment en autonomie à ce niveau-là et c'est plutôt cool. Après, à l'inverse, si j'ai un PO qui va designer tout seul dans son coin et qui va me dire je veux ça, avec la vision 2022 de mon produit, c'est ça, et design-le et fais-le comme ça aura du mal à passer avec notre organisation. Et bon, voilà. D'ailleurs, en petite parenthèse, mais aujourd'hui, on a aussi formé nos PO à utiliser Figma. Ouais. Avec le confinement, c'est très pratique. Du coup, même sur des trucs simples, il y a un wording qui est pas bon ou il y a besoin de dupliquer un écran pour générer un cas d'erreur, ils ont pas forcément besoin de nous. Notre système est assez autonome pour qu'ils puissent le faire directement dans leurs espaces. Ok. Dernière question. Quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien par rapport à cette organisation? C'est que du bonheur. On a dit, on a quand même pas mal raté des choses aussi avant d'en Ouais. arriver là, hein. Mais Après, ce qui est intéressant, c'est même quand il y a un truc qui fonctionne pas, ça va pas durer forcément longtemps. Je sais pas si. je partage. Je partage. Après, il y a des. Attends, la question, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les difficultés rencontrées au Ouais. quotidien? Bah, les difficultés, je reprends le relais, Camille, après je te relaisserai la balle. Il y a deux axes, hein. Il y a l'axe organisationnel global dans lequel on est très partie prenante avec Camille et l'axe qui sera peut-être plus prod, qui est plutôt le studio. Euh, Moi, ma douleur, c'est que je suis de plus en plus proche de l'organisationnel que du studio. C'est un des trucs qui me manque, peut-être le côté opérationnel, même si je continue à faire quasiment essentiellement que des cadrages. Voilà, on a beaucoup de rituels avec les PM et les PO, ce qui fait qu'on donne beaucoup de notre temps là-dessus. Voilà. Pour moi, ce serait peut-être le petit désagrément. Voilà, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que l'organisation en studio, de revenir sur quelque chose, un modèle centralisé, fait qu'on s'éloigne ou donne le sentiment qu'on s'éloigne des feature teams. Personnellement, je pense qu'on donne le sentiment qu'on s'éloigne et pas qu'on s'éloigne. Je partage, ouais. Justement, pardon Camille, vas-y. Non, c'est bon. Dans les premières questions, il y avait qu'est-ce qui avait fait qu'est-ce qui a incité le passage d'une organisation décentralisée à une organisation centralisée? Bah, je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, hein, bah, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'arrivée de Camille. On avait besoin d'un regard extérieur. Camille qui a été embauchée du coup côté InVivo et moi j'étais côté Digital Factory, côté prestataire. Du coup, on fait une organisation en miroir qui nous est plutôt chère. Le fait qu'on était arrivé à une dizaine de designers, qu'on soit un petit peu tous à courir partout dans les feature teams et le fait qu'on soit en train de créer une dette de design. Notre design n'était pas homogène. Et les outils qu'on utilisait, à savoir Sketch et InVision, enfin aujourd'hui, si vous utilisez Sketch et InVision, je suis admiratif. Si vous êtes plusieurs designers, sincèrement, je ne sais pas comment vous faites. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y a une logique de changement d'outils, logique de réorganisation. Et le fait, souvenez-vous bien, qu'on réajuste en permanence au final. Et du coup, on s'est dit, bah, on va essayer le studio. D'ailleurs,
C'était pas le premier jour où je suis arrivé, mais peu de temps après que je suis arrivé, on a fait une rétro entre designers parce qu'on avait besoin de savoir qu'est-ce qui fonctionnait pas. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui allaient pas. Et pour tester une solution, on a dit, bah, on se met tous dans une salle pendant 2 semaines et on voit ce qui se passe. Et Ouais, c'est comme ça qu'est né le studio. exactement. Et pour finir, la dernière question, c'est comment on a fait pour faire adopter le digital dans un contexte qui ne l'est pas du tout? Ah, avec les coopératives? Ouais. Bah, beaucoup de recherches, beaucoup de montrer par l'exemple, sur des ateliers d'idéation, montrer que ce qu'on fait, ça amène de la valeur. Je je sais pas trop comment répondre à cette question. C'est venu naturellement, je trouve, mais J'ai eu une absence, j'ai pas écouté. comment on a fait pour digitaliser un monde non digital? Ah ouais, bah, c'est, bah, Figma, allez. Ah bah, c'est vrai, hein. Non, mais c'est compliqué comme question, je C'est pense. compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est 2 ans enfin, maintenant Figma, ça fait 2 ans qu'on est dessus, je crois. Ouais. C'est test and learn, essayer de casser, refaire. Bah, tiens, on a besoin d'un espace de cadrage, OK. Tiens, les feature teams ont besoin d'un espace, OK, testons-le là, on va voir s'ils savent s'en servir. Enfin, en gros, ouais, le début de réponse, c'est de se réapproprier Figma et puis, les outils de communication, à savoir toi, Camille, avec ton côté gaming qui nous a amené Discord et le fait qu'on puisse vraiment échanger dessus. Je sais pas si vous connaissez Discord, hein, c'est aussi un outil, nous, qui nous a changé notre manière de communiquer. Il y a pas que le design, hein. Un des enjeux forts, c'est la communication quand on est sur un gros dispositif digital. Figma, on a recréé des rooms, les rooms qu'on avait sur notre bureau. On leur a donné le même nom. On s'est recréé les espaces de nos feature teams, on s'est rerangé comme on était un petit peu disposé dans un espace physique. Tout ça, ça a participé à ça au final. Figma et Discord. Euh, Dernière question de Vincent. Quelles sont les valeurs des designers du studio? Créativité, technique, rigueur, entraide? Si vous deviez les résumer. J'ai peur de ne pas comprendre la question. Je ne sais pas ce que c'est la valeur. Bah, je pense que je comprends la question. Hem, on va dire que déjà, c'est pas forcément à nous de définir les valeurs des designers du studio, puisqu'on n'est pas là pour imposer ça. Mais je pense que naturellement, l'aspect, créativité et entraide, en tout cas, c'est des valeurs fortes dans le studio, de toujours s'entraider, toujours faire plus. La rigueur, peut-être que c'est plus mon côté à moi, qui vient, emmerder tout le monde pour que ça soit bien fait. Mais instinctivement, l'entraide et la créativité, je pense que c'est ça les valeurs clés, ouais. Alors après, je vois qu'il y a un complément de réponse je crois que c'était une question de Vincent. Certains designers sont plus techniques que d'autres. Alors la technique, nous, elle se traduit la technique par la technique en UX et la technique en UI, peut-être en product management. Enfin voilà, donc certains sont plus à l'aise à être en user research et certains sont plus à l'aise à être dans la production sur Figma et sur la production d'écran. Le but du jeu, c'est que nous, encore une fois, c'est de créer un environnement pour que s'ils ont envie de progresser sur quelque chose sur lequel ils ne se sentent pas à l'aise, eh ben, on est là pour les aider. Et leurs pairs PAIR sont là aussi pour les aider. Et voilà, après, ce qui drive, c'est nous, c'est Camille et moi, on échange sur les skills de nos designers sans trop en faire part, mais on sent là où ils sont à l'aise, on sent là où ils ne sont pas à l'aise, on sent quand ils ont besoin d'être accompagnés sur quelque chose, on donne de notre temps et leurs pairs donnent aussi beaucoup de leur temps. C'est comme ça que je le ressens. Après, moi, je suis pas là pour évaluer et filer des bons points, hein. Enfin, je pense que c'est plutôt notre mindset, hein. Ouais, ouais. Je moi, les Après, designers, c'est vrai que quand on est sur une phase, par exemple, on est sur une phase de cadrage où on sait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadrage à faire. Bah ouais, bah, j'ai besoin qu'il y ait des personnes qui soient à l'aise en front avec un agriculteur, qui sache mener des entretiens, qui sache aller sur le terrain. Bon, là, sur le terrain, on y va un petit peu moins, hein. C'était peut-être une des réponses au monde physique, voilà, que tout à l'heure, c'était la question d'avant, bref. mmh, Voilà. Et il y avait juste une dernière question de Delphine par rapport au confinement au télétravail, mais vous y aviez déjà répondu via il y a l'utilisation Discord. d'emails, Ouais, Discord. ça a pas été une douleur au niveau du travail, hein. C'est plus, Clairement. des douleurs, autres, on va dire. Ouais. Oui, effectivement, les grèves nous avaient servi d'entraînement. C'était vraiment notre galop d'essai. Tout à fait. On a été prêts. On était prêts.
Ils sont forts à la RATP quand même. Donc, normalement, on a fait le tour de toutes les questions du chat. Eh ben, Ah, merci à toutes et à tous pour votre écoute. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous partager ça. J'espère que vous allez garder au moins 2-3 petits tips. Et puis, bah, nous, en tout cas, on a validé avec le studio et Camille a donné suite à ça. Donc, il y aura certainement d'autres communications qui seront sur le blog Octo. Et on devrait sortir aussi un médium côté InVivo Digital Factory. Et je pense qu'on va étoffer aussi. Je ne sais pas si vous êtes sur Figma, notre espace Figma. Camille, ça t'en parlera mieux que moi. on a mis le lien, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Mais on a vocation à beaucoup exposer ce qui a fonctionné et à redécouper des fichiers qui pourraient vous intéresser directement dans Figma. Voilà. Et ben, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Merci.